Alors, Monsieur Dérivois, on dit de vous que vous êtes un passeur d'envie, toujours à l'écoute des autres, un humaniste profond. Psychologue de formation, vous êtes clinicien, chercheur et citoyen de la mondialité. Ce triple regard que vous portez, disciplinaire, méthodologique et épistémologique, ne vous ont pas fait perdre de vue l'ouverture, la liberté et l'humilité nécessaires pour penser les souffrances de ce monde et ses ressources. Nécessaires pour penser aux sources, nécessaires à tout débat de fond. Ainsi, votre rigueur académique, votre sens clinique et le souci de toujours appréhender la réalité dans sa complexité ont été mis au service de la nécessité de toujours distinguer l'essentiel de l'accessoire. Je vous invite à aller explorer les écrits et les publications de M. Dérivois, on dit les deux, Mathilde, qui m'ont permis de penser, à moi, non seulement l'accueil de ces populations déclassées des pays de l'Est que nous rencontrons dans le Bas-Rhin, côté de Strasbourg, depuis de nombreuses années dans nos écoles, mais aussi, tout simplement, de la clinique ordinaire de l'enfant à l'école. Ce monde qui est, au premier égard, étranger pour lui aussi. Tout simplement, qui provoque aussi cette question de l'étranger. La géopolitique s'appréhende partout, où semblables et différents se côtoient, dans une clinique en mouvement. Alors, avant d'entendre M. Dérivois, je vais quand même dire quelques mots sur son collègue, M. Franck Scholla. Alors, vous êtes médecin de formation, mais vous êtes également collègue, puisque vous avez quand même un parcours de certaines années, j'ai oublié le nom, en tant que médecin de l'éducation nationale. Donc vous connaissez bien la maison de l'éducation nationale, les rigueurs, les difficultés, et tout ce qu'on peut aussi y introduire comme inventivité et comme autre parcours, ce qui vous a fait dévier un petit peu. Et vous êtes entré sur cette question de la mondialité par une autre porte qui est celle des expatriés. Ce ne sera pas le débat d'aujourd'hui. Néanmoins, ce parcours vous a ouvert des réflexions, vous a amené, je reviens à un petit texte, sinon je vais partir trop loin. Donc vos travaux vous ont amené à explorer les différents champs, les conditions et répercussions liées au traumatisme migratoire et bien d'autres. Avec cet objectif de mettre fin, et là je le cite, à l'improvisation dangereuse dans le diagnostic des problèmes de santé des familles expatriées. Voilà. Et je suis assez curieuse, effectivement, puisque je connais un petit peu moins vos travaux, de voir ce que vous pourrez nous amener comme ressources pour effectivement penser ces choses-là. Vous avez intitulé votre intervention « Difficultés scolaires chez l'élève allophone, plurilingue et ou en contexte post-migratoire ». Je vais d'abord laisser la parole à M. Dérivois, comme nous l'avions convenu, où vous allez nous parler du titre que vous nous proposez, « À l'école de la mondialité au XXIe siècle ». C'est à vous, messieurs. Merci beaucoup. Et je me demande si après cette présentation que vous avez faite de moi, si j'ai encore quelque chose à dire. Vous avez tout résumé. En tout cas, merci pour cette présentation et merci aussi aux organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à bien réfléchir avec vous sur ces questions complexes justement que nous traversons dans notre monde au XXIe siècle. Je vais commencer par une question très très simple. Puisque vous êtes nombreux ici à être psychologues, à être des professionnels du scolaire. Quel nouveau défi pour le psychologue de l'éducation nationale aujourd'hui? Pourquoi je pose cette question? Quel nouveau défi dans nos sociétés mondialisées? Parce que dans nos sociétés mondialisées, le travail des psychologues de l'éducation ne se résume pas aux problématiques de l'enfant. Il ne se résume pas aux problématiques de la famille, mais ça s'étend aussi à l'institution scolaire elle-même, ça s'étend
à la société, ça s'étend à toute une série de problématiques qui traversent nos sociétés. Je me souviens, quand j'étais au lycée, on me répétait souvent cette phrase: après la vie de l'école, l'école de la vie. Si pour la vie de l'école, on va mettre l'accent sur les savoirs, l'acquisition des savoirs, dans l'école de la vie, on va surtout mettre l'accent sur le rapport au savoir. Je vous invite à réfléchir sur cette notion fondamentale pour nous. Et vous allez voir où je vais arriver avec ça. Quand on est à l'école, on nous apprend à lire, écrire, compter. Ça, c'est l'acquisition des savoirs. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce savoir? C'est le rapport au savoir. Un élève peut avoir appris les mathématiques pour résoudre des problèmes à la maison. On peut avoir appris des mathématiques pour devenir ingénieur. On peut aussi avoir appris les mathématiques pour fabriquer des bombes. On est d'accord avec ça? Hein? Donc c'est la question du rapport au savoir. Et j'aimerais mettre l'accent sur le fait que quand on parle de rapport au savoir, il n'est pas que question des savoirs scolaires, il est également et surtout question du savoir sur soi. Parce que quand on apprend des choses à l'école, on vient construire son identité. Et quand on construit son identité, on vient aussi apprendre des choses de l'autre. Donc, qui dit rapport au savoir, dit rapport au savoir sur soi, dit rapport au savoir sur l'autre, dit rapport au savoir sur le monde également. Je pense que nous sommes tous confrontés à ces questions-là. Maintenant, c'est quoi la vie au XXIe siècle? Vous savez que chaque siècle a ses caractéristiques, mais pour le moins qu'on puisse dire, au XXIe siècle, nous sommes servis par un certain nombre de politiques. Et parmi lesquelles, la question des identités, la question des crispations identitaires. Et je vous invite à lire, par exemple, un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Dominique Moisy, qui dit que le XXIe siècle, c'est le siècle des identités. Donc, comment on va penser l'école dans ce siècle des identités? Pour susciter cette réflexion avec vous, je sais que j'ai que 20 minutes, je vais vous annoncer le plan. Comme ça, si je n'ai pas le temps de développer, vous saurez justement les points que j'aurais voulu aborder. Je vais aborder 5 points. Premièrement, l'école au défi de la société mondialisée. Et ensuite, je vais tenter de résumer ce que j'appelle une clinique de la mondialité, qui pour moi c'est un modèle et qui permet d'accompagner justement ce que nous vivons dans une société mondialisée aujourd'hui. Et troisièmement, mettre l'accent sur ce que nous vivons à l'école aujourd'hui, nos autres professionnels, mais aussi les élèves, mais aussi les enseignants, mais aussi la famille. Parce que l'école, c'est un indicateur d'un ensemble de problématiques qui viennent non seulement des familles, mais aussi de la société, mais aussi du monde global. Et quand nous allons faire face justement à ce nombre de symptômes auprès de nos élèves, ce sont des symptômes qui ne vont pas que concerner des problèmes cognitifs, qui ne vont pas que concerner des problèmes affectifs, mais ça va aussi concerner un certain nombre de problématiques mondiales qui transitent par nos institutions, qui transitent par nos sociétés, qui arrivent dans la psyché même de nos élèves. Et quatrième point, une fois qu'on aura posé cette problématique-là, nous verrons comment il est nécessaire de faire évoluer ce qu'on appelle la tâche primaire de l'école. La tâche primaire, c'est ce qui fonde. La tâche primaire de l'institution, c'est ce qui fonde son identité. Par exemple, la tâche primaire de l'école, c'est apprendre à lire, écrire, compter. La tâche primaire de l'hôpital, c'est soigner, par exemple. Nous verrons qu'avec tout ce qu'on va poser, comment il est nécessaire de faire évoluer ces tâches primaires. Et l'une de ces tâches primaires, ça va être justement cette question de l'éducation à la mondialité. Et vous verrez comme conclusion, je vais vous poser cette question, je me pose cette question en votre présence aussi, si la question de psychologue de l'éducation nationale, on ne pourrait pas la faire évoluer en psychologue de l'éducation à la mondialité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc rapidement, 2 minutes par point. Le premier point, l'école au défi des sociétés mondialisées. Alors, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'une société mondialisée? Une société mondialisée, c'est une société qui est traversée par au moins 2 forces. L'une des forces, c'est ce qu'on appelle la mondialisation capitaliste et financière.
Cette mondialisation qui a tendance à nous déshumaniser, qui a tendance à nous mettre dans une sorte de course folle au profit, qui a tendance à la quantification à outrance, que nous sommes traversés par ces questions-là dans nos institutions et notamment dans l'école. Nous allons rester dans l'école. Dans la protection de l'enfance, on est traversé par ça aussi, puisque moi je travaille beaucoup dans la protection de l'enfance. On voit comment la question du prix de journée, parfois, l'emporte sur la question d'accompagnement. Mais il y a aussi une autre force qui est moins bruyante, mais qui est là et qui attend qu'on s'en saisisse. C'est la mondialité. La mondialité, c'est le versant culturel, le versant humain de la mondialisation capitaliste. Il y a un certain nombre d'auteurs qui réfléchissent là-dessus, des philosophes, des géographes, mais il y a un auteur qui met l'accent sur le fait que la mondialité, c'est le côté lumineux de la mondialisation et qui a pour référentiel l'humanité. Notre humanité commune, cette humanité qui est bafouée justement par toute une série de logiques financières, de logiques capitalistes qui a tendance à nous désubjectiver. Et si ça nous désubjective, si ça nous enlève notre subjectivité, ça nous amène aussi à enlever la subjectivité des élèves, des enfants, etc. Donc, dans cette configuration-là, je fais vite, cette configuration-là, vous voyez comment l'école, dont la mission est aussi d'accueillir, va devoir renforcer justement cette mission pour accueillir des enfants et adolescents du monde. Pourquoi je les appelle enfants et adolescents du monde? C'est parce que dans nos sociétés mondialisées, les enfants, quelle que soit leur provenance géographique, n'ont pas que la famille, n'ont pas que la société, n'ont pas que les institutions comme horizon environnemental pour construire leur identité. Ils ont aussi comme horizon l'environnement monde. Ils sont traversés par des problématiques mondiales. C'est pour ça, quelle que soit leur provenance, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur langue, je les appelle des adolescents du monde. L'école va avoir cette mission aussi d'accueillir ce que j'appelle une diversité mutuelle et réciproque. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est quelque chose qui nous invite à nous décentrer. On dit qu'on va accueillir la diversité. Mais quand on le dit de cette manière-là, il y a un côté ethnocentrique là-dedans. C'est important de savoir que cette diversité que nous allons accueillir, ça nous renvoie à notre propre diversité. Deux petits exemples rapidement. Vous connaissez le dernier ouvrage de Edgar Morin qui s'appelle Réveillons-nous, où il dit justement, en parlant de l'identité de la France, pour montrer que le peuple français, comment il est traversé par un ensemble d'autres peuples, un ensemble d'autres histoires. Donc, quand la France va accueillir une diversité, la France va faire face à sa propre diversité. Un autre exemple, vous devez connaître aussi le dernier ouvrage d'Éric Orsena et de Bernard Sacchettini, Les mots immigrés, ça vous dit quelque chose? Qui montre comment la langue française est traversée par plusieurs autres langues. Autrement dit, quand on parle français, on parle le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on parle justement, on connaît à parler des élèves allophones, et moi j'ai envie de dire que nous sommes tous allophones de quelqu'un. Donc cette question va être au cœur de nos sociétés mondialisées, cette question va être au cœur aussi des missions qui vont relever aussi de l'école. Voilà pour le premier point, c'est rapide. Deuxième point, clinique de la mondialité. Ça, c'est un modèle justement qui nous permet de comprendre ce qui est en train de nous arriver. J'ai tendance justement à présenter cette clinique de la mondialité selon trois portes d'entrée. Premièrement, c'est un prolongement de la clinique du lien familial, du lien groupal. On sait qu'un enfant, un élève qui arrive à l'école, arrive, comme le dit souvent Daniel Pénac, avec la famille dans son sac à dos. Eh bien, nous voyons comment les symptômes que présentent les élèves, et ça nous permet de comprendre qu'ils arrivent aussi avec le monde dans leur sac à dos. Il n'y a pas que les migrants, il n'y a pas que les mineurs dits non accompagnés, alors qu'ils sont accompagnés, qui apportent le monde dans leur sac à dos. C'est le monde, ce sont l'ensemble des enfants et adolescents du monde qui arrivent avec des problématiques mondiales, le simple fait qu'ils soient connectés sur les réseaux sociaux. Ce sont des jeunes qui sont en contact permanent avec le monde. C'est également un prolongement
de l'ethnopsychiatrie. L'ethnopsychiatrie est une classe culturelle, comme on sait, qui met souvent l'accent sur l'étranger. Alors, à la différence de la clinique de la mentalité va mettre l'accent sur nous tous. C'est une clinique pour nous tous. Hein? Donc, étrangers et nationaux, etc. Mais le point le plus important, c'est le troisième point, la troisième porte d'entrée, qui va mettre l'accent sur nos héritages identitaires. C'est une clinique qui permet de réfléchir sur qui on est pour soi, qui on est pour l'autre, qui sont les autres pour nous. C'est pour cela que je résume ça en 4 questions que je vous invite à vous poser plus tard, on n'a pas le temps de commenter. Qui suis-je? Où suis-je? Quand suis-je? Où en suis-je? C'est-à-dire que, où en suis-je? C'est comment je prends conscience d'un certain nombre d'héritages identitaires, des gens qui étaient là avant moi, et qui m'ont donné des ingrédients pour me penser. Hein, donc, on peut faire ça au niveau identitaire, on peut faire ça au niveau linguistique. Bon, j'avais oublié un peu la deuxième porte d'entrée, qui est justement de prendre le monde comme objet et de penser la coexistence de la mondialisation et de la mondialité. Et vous voyez que, comme je le disais tout à l'heure, le référentiel le plus important de la mondialité, c'est notre humanité commune. Maintenant, troisième point, l'école comme attracteur des problématiques familiales et mondiales. Nous sommes tous d'accord que derrière un élève, il y a un enfant. Derrière un élève, il y a un adolescent. C'est-à-dire quelqu'un qui est en interaction ou qui a été en interaction avec sa famille, etc. Nous savons aussi que les enfants, quand ils arrivent à l'école, ils arrivent avec des problématiques familiales. Nous savons aussi que l'école, c'est un lieu, justement, comme on dit, de socialisation secondaire, où les élèves viennent rejouer des choses avec les pôles identificatoires que représentent les enseignants. Nous savons aussi que ces élèves viennent travailler des problématiques comme la violence, etc. Mais l'école est aussi un lieu d'attraction de symptômes globaux. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des questions comme la violence, comme des discriminations, comme des attentats terroristes qui vont se passer au sein même de l'école ou aux alentours de l'école. C'est parce que l'école, c'est le lieu, justement, qui est visé pour cela, mais c'est aussi le lieu d'élaboration de ces questions-là. Et je pourrais multiplier les exemples, on n'a pas le temps, mais j'ai envie de mettre l'accent sur le fait que dans l'école, il n'y a pas que des problématiques négatives qui arrivent. Il y a aussi un certain nombre de ressources et d'énergie cachées dans l'école. Hier, il y avait justement une intervention qui parlait d'un certain nombre d'autres formes d'intelligence, justement, qui sont à l'école. C'est-à-dire qu'on veut faire entrer les élèves dans le moule scolaire, sans forcément tenir compte de leur propre intelligence, de leur propre sensibilité. Et c'est ça, justement, qui va constituer l'un des défis, non seulement pour le psychologue de l'éducation nationale, mais un défi pour tout le monde. Parce que les enfants et les adolescents du monde amènent justement des visions du monde, des sensibilités dont il va falloir tenir compte, etc. Avant de terminer ce troisième point, il y a quelque chose qu'on utilise souvent dans notre jargon de psychologue. On se contente, on regarde ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Et c'est important de savoir que ce qui s'actualise dans l'ici et maintenant vient d'un ailleurs et d'un toujours. Vous voyez, donc l'école, c'est un lieu d'attraction de ces problématiques-là, c'est un lieu de condensation, c'est un lieu de déplacement de ces problématiques-là, et c'est pour cela que ça nous met très souvent en difficulté. Parfois, les symptômes peuvent paraître sous un versant cognitif, sous un versant social, culturel, etc. Et pourtant, ce sont des enfants qui sont porteurs d'une condensation de symptômes qui viennent également d'ailleurs. C'est là aussi que ça va nous amener, en tant que psychologue, mais en tant que professionnel de la relation, à travailler notre écoute, à essayer d'écouter l'autre à plusieurs niveaux, mais aussi ça va nous forcer à nous écouter en train d'écouter l'autre. À nous écouter en train d'écouter l'autre, parce que l'autre nous entraîne aussi dans un espace qui parfois brouille tout le travail qu'on peut faire ensemble.
Quatrième point. Maintenant, on a dit ça. Vous voyez que la tâche qui incombe à l'école, elle est immense. L'école qui est un lieu, justement, où on apprend à lire et à compter, c'est nécessaire de faire évoluer, justement, la tâche primaire de l'école. Et c'est ce que j'appelle la nécessité de tâches primaires partagées. Tâches primaires partagées par qui? Tâches primaires partagées par l'ensemble des professionnels. Ce n'est pas que l'éducateur qui a la mission d'éduquer. Ce n'est pas que l'enseignant qui a la mission d'éduquer. Tâches primaires partagées par les professionnels, tâches primaires partagées par les institutions. L'école travaille avec la protection de l'enfance, avec la justice, avec la famille, etc. Donc, ce qui nous arrive dans notre monde aujourd'hui nous invite à avoir une lecture transversale des symptômes, une lecture transversale des problématiques. Et j'ai l'habitude de mettre en évidence 3 tâches primaires partagées, mais au-delà des tâches primaires spécifiques. La première, c'est de prendre soin. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin? Prendre soin, je veux dire se préoccuper de considérer l'autre. Considérer l'autre avec l'humanité comme référentiel. C'est ça le référentiel, l'humanité. Prendre soin. Deuxième tâche primaire, c'est accompagner, c'est aller chercher l'autre là où il est, là où il en est. Donc ça nécessite une sorte de décentrage de soi, décentrage de son lieu de pratique, décentrage aussi de ses propres savoirs, décentrage de ses propres référents culturels pour aller vraiment chercher l'autre. C'est pas le message à cette histoire. Et troisième tâche primaire, c'est la question de l'éducation. L'éducation qui est différente justement de l'instruction. Éduquer, c'est s'élever. Je parlais tout à l'heure de la distinction qu'il faut faire entre l'acquisition des savoirs et le rapport au savoir. Et c'est ça, une fois qu'on a mis en place justement ces tâches primaires partagées, on voit comment ça nous propulse 5 minutes. Très bien, ça me va très bien. Comment ça nous propulse dans cette question qu'on appelle la coéducation, mais ce que j'appelle aussi la coparentalité, ce que j'appelle surtout la parentalité mondialisée. Ce que j'entends par parentalité mondialisée, c'est le fait que les enfants, les adolescents, d'où qu'ils viennent nous solliciter en tant que figure parentale, quelle que soit l'institution, quelle que soit nos casquettes institutionnelles ou professionnelles, ils viennent travailler avec nous la question de la filiation humaine, puisque dans la clinique de la mondialité, il est question de la généalogie, humaine. Comme il nous reste 4 minutes, la question de l'éducation à la mondialité, donc vous l'aurez compris, c'est une façon, comme je mets l'accent sur la question des héritages identitaires, on ne peut pas comprendre l'autre si on ne se comprend pas soi-même. On ne peut pas comprendre la diversité de l'autre si on ne s'interroge pas sur sa propre diversité, si on ne s'interroge pas sur sa propre polyphonie. Nous sommes traversés par plusieurs langues, nous sommes traversés par plusieurs récits. Donc ce que j'appelle éduquer à la mondialité, c'est l'éducation à la prise de conscience de soi dans le monde, prise de conscience des autres à travers soi, et c'est quelque chose qui devrait concerner tous les élèves, les étudiants, de la petite enfance jusqu'à l'université. On pourra tout à l'heure revenir sur des modalités pratiques pour faire tout ce qu'on peut mettre en place pour favoriser tout ça, parce qu'il y a pas mal de pistes qu'on peut explorer ensemble. Là, je pose les grandes lignes puisqu'il nous reste 2 minutes. Pour conclure, psychologue de l'éducation nationale ou psychologue de l'éducation à la mondialité. Derrière l'élève, il y a un enfant. Je disais au début, un psychologue aujourd'hui, les professionnels n'ont pas affaire uniquement à des problématiques qui relèvent de cet enfant, mais aussi toute une série de problématiques familiales. Il y a des formations là-dessus, problématiques qui relèvent de la société. Il y a plus ou moins des formations là-dessus, problématiques qui relèvent du monde global. Donc, c'est-à-dire que ça nous invite justement à nous décentrer
de nous-mêmes, à faire évoluer nos pratiques, parce que beaucoup de ces élèves, comme ils viennent de partout, parfois, ils ne font pas trop la différence entre qui est enseignant, qui est directeur, qui est psychologue. Ils voient des adultes, ils voient des figures parentales, ils viennent nous solliciter parfois, au-delà de nos casquettes professionnelles, ils viennent nous solliciter parfois dans nos postures citoyennes. En résumé, j'avais prévu ça, en résumé. Justement, je savais qu'il allait me rester 1 minute. Les grands défis du psychologue de l'éducation nationale, les grands défis du psychologue de l'éducation à la mondialité, pour moi, c'est premièrement s'efforcer d'être à la fois généraliste et spécialiste. J'ai envie de dire que nous sommes déjà spécialistes. Nous sommes spécialistes de chaque élève, nous sommes spécialistes de chaque patient, puisque nous sommes obligés de tenir compte de la singularité de chaque patient. Donc, généraliste, le côté généraliste, c'est un effort justement pour écouter la dimension globale de nos symptômes, des symptômes des élèves, et la dimension globale aussi des énergies, de nouvelles ressources qui transitent par rapport à travers eux. S'efforcer aussi de décoder l'actualisation du monde à l'école, écouter cette polyphonie du monde pour tenter de dénouer les nœuds de la transmission des héritages identitaires. Ce qui fait souffrance dans notre monde aujourd'hui, ce sont ces crispations identitaires, et nous avons à faire face justement à ces héritages identitaires qui concernent les autres, mais qui nous concernent tout autant, pour tenter de remettre de la vie à l'école. Là, c'est juste une petite citation qui dit que nous devons nous interroger sur la finalité de l'éducation. Est-ce qu'on va mettre l'accent justement sur l'acquisition des savoirs? Est-ce qu'il ne faut pas en même temps interroger le rapport que les élèves vont avoir au savoir? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire justement de toutes les connaissances, de tous les savoirs qu'on va leur proposer? Et là, c'est juste une petite pub, parce que je fais des formations sur ces questions, où je place la question de l'humanité justement au cœur de toutes les pratiques, que ce soit au niveau éducatif, au niveau scolaire ou dans les institutions socio-judiciaires. Voilà, j'ai parlé un peu rapidement, mais j'espère avoir posé les grandes lignes qui vont susciter la discussion tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci M. Grégoire pour cette synthèse, puisque c'est forcément une synthèse. Je vous invite à explorer tout ce qu'il n'a pas pu dire dans son ouvrage Séisme identitaire, trajectoire de résilience, où vous trouverez des articulations théoriques plus approfondies, qu'il a complété dans ce qui lui tient particulièrement à cœur, son ouvrage Clinique de la mondialité. Ce sont plutôt des ouvrages d'articulation, on va dire, théorique, et la mise en pratique de la clinique, de ce qu'on peut en faire sous un autre registre, voyager avec les mineurs non accompagnés. Vous trouverez ces ouvrages sur les stands de